Bonsoir, bienvenue sur Backseat, chers amis, merci d'être là. Merci le public, vous êtes formidables, merci à vous. Bienvenue sur Backseat, chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette soirée encore une fois extraordinaire. On va parler de politique pendant toute la soirée et j'ai la chance de ne pas être tout seul puisque je suis accompagné de formidables chroniqueurs et chroniqueuses avec des nouveaux. Cette semaine, ça fait super plaisir, je suis avec Jules. Salut Jules. Bonsoir Jean. Ravi de te recevoir, c'est ta première sur le plateau de Backseat. Ouais, merci de l'invitation. Jules, tu es youtubeur, tu fais partie de la chaîne Le Crayon, c'est Tout à ça? fait. Qu'est-ce que c'est comme chaîne? C'est un média en fait qui est diffusé notamment sur YouTube mais sur les autres réseaux sociaux aussi, LinkedIn, Twitter, Insta, Facebook, etc. Ok. Et l'idée de ce média, c'est de confronter des points de vue de personnalités engagées sur des enjeux contemporains. On parle de conditions animales, de sujets tech, crypto ou 5G, de féminisme, de transhumanisme, etc. On parle de sujets contemporains avec des personnalités qui sont issues d'horizons idéologiques différents et d'univers différents. Ok, d'accord. Rassemblés, un univers Internet avec un univers traditionnel. Et ben ça fait super plaisir de t'avoir ce soir, Merci. Jules. Bienvenue à toi. On est toujours avec Léa. Salut Léa. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, merci. Une semaine après la sortie de ton bouquin. Ouais. Ça se passe bien? T'enchaînes les médias? J'enchaîne un peu, ouais. Mais c'est cool. Je vais pas à me plaindre. Bah écoute, tant mieux. Ouais, Bah, je écoute, suis ravie d'être là, toujours. Très je ne content. fais pas faux bon. Je ne suis pas malade, pas encore. pas comme d'autres. J'ai pas chopé un torticolis à la con. Jules, on t'embrasse. Et Jules, on t'embrasse évidemment. On embrasse Jules, on embrasse Sacha, on embrasse Adèle qui ont tous des problèmes de santé. Ah C'est ouais, vraiment grave, l'hécatombe. on vous embrasse. Cette semaine, on est avec Malek aussi. Salut Malek. Hello Jean, Comment tu vas? ça va très bien et Ça toi? fait plaisir de te recevoir sur ce plateau en Bah tant que oui. chroniqueur. Franchement c'est sympa. Parce qu'on t'avait déjà reçu dans Backseat, mais en tant qu'invité de la semaine. Et Et- cette semaine, Et je suis plus à l'aise ici. c'est mieux? Ouais franchement. Ah oui, ça t'a mis mal à l'aise. Bah non, franchement c'était très sympa. C'était Ma- la deuxième en plus, c'était très très cool. Ouais, c'est vrai, ouais. Malek, tu bosses comme dans la communication politique. C'est ça. Et tu es également chroniqueur chez Cyril Hanouna dans Exactement. Balance ton poste, l'émission Exactement. politique. L'émission politique et comme quoi on peut pas être tout beau tout rose dans la vie. Non, je rigole. On a tous des vices. On a tous des vices, on a tous des défauts. Non, je rigole. Non, mais très content d'être là. C'était une super expérience. Ouais, d'être invité la dernière fois. Et il y avait eu des retours, même après en message et tout, sur Twitter et tout, c'était trop cool. Même des politiques et tout qui t'en Donc, avaient parlé. c'est vrai, Ouais, ouais, c'est ouais. fou. Ouais. hein. C'est fou. Oh. Non, mais attends, J'en parlerai un jour, peut-être dans Eh un oh. bouquin. participer à Backseat. Voilà, Ah ouais, non, mais attends. Donc, non, mais ça fait plaisir de vous avoir tous les trois. Évidemment, on fait des gros bisous, comme je le disais, à Usul, Sacha et Adèle qui sont malades. Courage à vous, ils sont dans leur lit actuellement en train de nous regarder, ça fait plaisir. Donc voilà, courage à Ou vous. pas. Un gros merci aussi à Simon, le programmateur, journaliste programmateur de l'émission, qui s'est arraché les cheveux. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Pour trouver des invités de remplacement, pareil pour Je sais l'invité. pas comment il doit prendre ça. Mais t'inquiète Simon, merci beaucoup à toi. GG Simon le S, ouais grave. Plus beaucoup. Donc voilà, bienvenue à vous en tout cas qui regardez cette émission, très heureux de vous retrouver. Ce soir encore, on va se mettre bien, on va parler politique, on va parler des sujets de la semaine, on va avoir des cartes blanches de mes chroniqueurs et chroniqueuses et ça c'est cool. On recevra en première invité, l'invité de la semaine, il s'agira de la youtubeuse, la développeuse du dimanche qui s'appelle, donc c'est Lola, qui sera donc notre invité de la semaine. Et en deuxième partie d'émission, après 21h, on recevra notre invité politique, il s'agira de Frédérique Dumas, une députée des Hauts-de-Seine qui avait été élue avec La République En Marche, qui a quitté La République En Marche dès 2018 et qui sort un livre aujourd'hui pour raconter son expérience au sein de la Macronie. Et c'est assez salé comme bouquin. Donc voilà, elle nous en parlera tout à l'heure. Voilà pour le programme de cette émission. Quoi dire de plus? Non, mais je pense qu'on peut Ouais, y aller. ça me paraît bien. Ça On me peut y paraît aller. très, Toi, très ça bien. va? Parce qu'on t'a pas demandé Moi du coup. ça va. Ouais, ça va. Non, ça va. On a passé une journée, voilà. Mais donc, Vous êtes un peu les survivants dans Koh-Lanta. Hein. mais il en reste 2 vivants, donc C'est fou, hein. effectivement, C'est l'épreuve Et des à la poteaux. fin, il n'en restera qu'un. C'est pas moi qui le dis, c'est Denis Brognard. Hein. toujours debout. Mais c'est Denis Brognard. En fait, c'est moi qui suis le ah survivant. bah ouais, c'est toi la C'est survivante. Jean, Ouais, Denis c'est ça. Brognard. Je vais éteindre ta C'est bon. torche. Tu vas quoi? Je vais éteindre ta torche. Voilà, on va la garder comme ça, celle-là. On va faire comme ça. Ok. Ouais, faisons comme ça. Allez, Ouais. c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. On commence avec les sujets de la semaine. Let's go. C'est parfait. Alors, les sujets de la semaine. Chers amis, il y avait plusieurs sujets politiques d'actualité dont on voulait discuter avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Le premier sujet, c'est la bataille pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est un peu la bataille dans la bataille. Qui va réussir à se qualifier face à Emmanuel Macron au second tour? A priori, si on regarde les sondages, Emmanuel Macron sera qualifié au second tour. La vraie question, c'est qui va réussir à être face à lui. On est dans un moment de la campagne où Jean-Luc Mélenchon, la tortue sagace, continue sa progression. Il a une dynamique, on va en parler. On a aussi une Marine Le Pen qui réussit à se maintenir malgré les déboires de sa campagne, et Dieu sait qu'elle en a eu pendant ces derniers mois. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour un candidat à une élection présidentielle de se qualifier au second tour?
Malek. C'est important parce qu'il y a une élection qui suit, même s'il finit par ne pas gagner l'élection présidentielle. Il y a les élections législatives qui suivent en juin. Mais en quoi ça change? Ça te pose en position de leader d'une potentielle opposition. Tu peux être la force centrale d'une opposition. Mélenchon peut tuer peut-être le match à gauche. Peut-être que c'est déjà largement fait d'ailleurs, et dire maintenant, moi, l'opposition, c'est moi, et vous êtes tous derrière moi, parce que moi, je suis arrivé au second tour, et que le rassemblement, il se fait comme ça. Mais il l'avait déjà fait en 2017, Mélenchon, ça. Ouais, c'est qu'il n'était pas arrivé au second tour. Ouais, mais il avait fait plus de 19% Et il était des à voix. ça, et moi, je dis à chaque fois que 2 semaines de plus en 2017, et il était au second tour. Mais depuis, il s'est passé plein de choses. Jean-Luc Mélenchon, qu'il soit à ce niveau-là, la théorie de la tortue, elle se tient. Il y a encore 2 ans, tout le monde disait que Jean-Luc Mélenchon était mort après l'affaire de La République, c'est moi, etc. La preuve en est qu'il est loin d'être mort et qu'il peut encore accéder au second tour, c'est possible. Ça changerait quoi qu'il ne le soit pas, Jules? C'est pour en tant que l'opposition, c'est vrai que je vais juste revenir sur ce que tu disais, Malek. Pour le coup, Marine Le Pen, qui était arrivée au second tour en 2017, a pas vraiment pris, je trouve, a pas endossé ce rôle de chef de l'opposition. Tout de suite, assez rapidement, dès les législatives, on a vu que la France Insoumise a pris un rôle d'opposition centrale aux politiques qui étaient prônées par La République En Marche. Pour le coup, je pense qu'il y a effectivement un enjeu d'arriver au second tour pour cette raison-là, mais pour moi, c'est surtout que tout simplement, tu es au second tour, tu as une chance vraiment face au président. C'est un poncif, hein, c'est trivial de dire ça, mais aujourd'hui, la dynamique est en faveur de Mélenchon, de Le Pen versus Macron. Je pense qu'il y a une opportunité. Les gens en ont marre, et on a vu avec les Gilets jaunes, avec le Covid surtout en ce moment, les gens, Macron, je pense qu'ils en peuvent plus, quoi. Donc arriver au second tour, pour moi, c'est une... Alors les gens, pas tous les gens, hein. Il y a quand même 30% des votants qui ont l'air de se diriger vers un vote pour Emmanuel Macron dès le premier tour. La question, c'est la structuration des oppositions. Parce que c'est aussi le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a réussi son pari de dynamitage de la vie politique française en créant une force d'attraction autour de lui, d'ailleurs qui continue à attirer, c'est ça qui est assez intéressant. Et il a réussi à dynamiter les oppositions, qui du coup, c'est des oppositions. Moi, par le passé, je suis un observateur de la vie politique depuis des années. Avant, on disait l'opposition, parce qu'il y avait un côté de l'hémicycle, que ce soit à droite ou à gauche, mais qui était opposé. Maintenant, on dit les oppositions, parce qu'il y en a un paquet. Il y a aussi la question du vote utile. Ce fameux vote utile, ça veut dire quoi, vote utile, Léa? Le vote utile, ça veut dire qu'on fait en sorte de voter pour un candidat qui vraisemblablement a le plus de chances de l'emporter. Et c'est assez intéressant parce que du coup, comme je savais qu'on avait parlé de ça, je me suis intéressée à l'historique du vote utile et de voir comment il a été employé pour la première fois. Je vais vous faire une petite histoire du vote utile. Oh, s'il te plaît. Vous êtes chaud ? S'il te plaît. Allez, en 1969, apparaît le vote utile dans la bouche de Jacques Duclos. Jacques Duclos qui était alors candidat PCF et qui disait que face à une gauche divisée, il était le seul à pouvoir vraiment l'emporter. À l'époque, on avait au PS unifié Michel Rocard qui se présentait et qui disait le vote utile, c'est n'importe quoi. En 1974, le vote utile revient avec Giscard d'Estaing qui dit votez utile, votez Giscard. Le Pen est contre, il dit non, le vote utile, c'est un truc de merde. En 1995, figurez-vous que le même Le Pen votait à voter utile, appelé à voter utile. Et que le vote utile à droite pour lui, c'était lui. Autre chose assez intéressante quand même, Georges Marchais, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 1981, considérait lui aussi que finalement c'était le vote utile en faveur de Mitterrand qui l'avait fait perdre. Et ce n'est pas terminé, le vote utile revient en 2002 face à une gauche divisée. Notre cher Jospin nous dit que finalement, si tout le monde avait voté utile, il aurait pu accéder au second tour, ce qui n'a pas été le cas. Et enfin, en 2017, on voit le vote utile qui revient. Qui pour Benoît Hamon, qui pour Emmanuel Macron, qui pour Benoît Hamon, qui pour Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, désormais, c'est devenu tant et si bien un véritable argument de campagne qui ne fait que consacrer en fait l'importance des sondages dans la structuration de la vie politique française. Mais t'as préparé un truc écrit et tout, mais c'est incroyable. Mais attends, tu nous as jamais fait ça, Léa? J'ai des petites notes. T'as des bullet points et tout, mais merci. Je vais commencer à croire que c'est parce qu'on est là, tu vois. Donc il fallait que j'impose, tu vois. Moi, je suis un peu le Parti socialiste avec à ma droite En Marche, à ma gauche LFI, tu vois. Alors que pas du tout. Du coup, le vote utile. Tu voulais rajouter un truc, Jules? Le vote utile, moi j'entendais Yannick Jadot dans son meeting de ce week-end. Je crois qu'il était à Paris, à Bercy, il me semble. Au Zénith. Au Zénith, exactement. À Bercy, il l'aurait pas rempli. Non. C'est lui qui prend, c'est pas moi. Non, vas-y, continue, Jules. Mais donc, qui disait le vote utile, c'est le vote de conviction. Et donc, on se retrouve à avoir presque cet argument inversé. Parce qu'évidemment, lui. Il est historique, cet argument-là. Alors, moi, j'ai entendu un autre argument de la bouche de Yannick Jadot de dire si vous regardez bien les sondages de second tour, je suis le seul
à gauche à avoir une chance de battre Emmanuel Macron au second tour. Donc le vrai vote utile, c'est le vote pour Jadot. C'est un truc que je l'ai entendu dire. Mais en fait, c'est le premier tour. Le vote utile s'oppose au vote de conviction. En fait, c'était ça, 2002, ce qui s'est passé avec l'élimination de Jospin, c'est que des électeurs de gauche ont dispersé leur voix, si je puis dire, en préférant teinter leur vote avec un vote pour Chevènement, un vote pour Taubira, un vote communiste, un vote autre, qui du coup a disqualifié. Et donc le vote utile est devenu à gauche, notamment, un espèce de moment de trouille absolue, parce que si on vote pas utile, en fait, il s'est déjà arrivé au moins une fois dans l'histoire que la gauche soit pas au second tour, donc c'est bien la preuve que merde, il faut faire quelque chose. Et donc c'est ça en fait qui traumatise les gens. Et il y a un opposant historique au vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui quand il s'est barré du Parti socialiste en 2008, qu'il a créé le parti de gauche, puis le Front de gauche, etc. 2012 puis 2017, il en mettait plein la gueule aux socialistes en disant arrêtez de m'emmerder avec vos histoires de vote utile, il faut un vote de conviction, un vote qui sait où il va, etc. Et bon, du coup, c'est un peu ironique de voir qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon se retrouve le plus à même de gagner des voix d'un vote utile, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui, mais qui veulent le voir qualifié. Deux choses. D'une chose, lui, réfute ce vote utile-là. Il l'a dit il y a quelques semaines sur un plateau télé. Ne parlez pas de vote utile. Il parle de vote efficace. Voilà, le vote efficace. Ah oui, et ça, c'est important. Mais deuxième chose, moi, le vote utile, en fait, ça devrait nous interroger. En fait, ça pose la vraie question de la démocratie aujourd'hui. On l'a dit plus d'une fois, je crois même je l'ai dit ici et plus d'une personne l'a dit sur ce plateau. La démocratie est malade. Si on en vient à devoir voter utile et plus voter par conviction, ça veut dire qu'il y a un problème dans la machine. Ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire que dans l'offre, il y a un problème. Et tu dois faire des compromis avec toi-même. Dans l'expression. Ça doit nous interroger. Non, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, ce qui doit nous interroger aussi, c'est cette campagne présidentielle. Ça fait 1000 fois sur ce plateau Cette campagne ou cette non-campagne ? Justement, elle n'est pas enthousiasmante de ouf, cette campagne. Franchement, moi, j'adore. Vas-y, explique. Ah non, je te jure, j'adore. Je sais pas, il se passe des trucs quand même. On a eu la primaire populaire, c'était hallucinant. Il y a eu la primaire populaire. On a eu la primaire populaire. On a Zemmour, notre Trump à la française. Regardez-le, c'est quand même fabuleux. La primaire des écolos, le congrès des Républicains. Non, je suis d'accord avec toi d'un point de vue d'analyste. C'est le retour des fachos en force. C'est le retour des mascus en force. C'est cool, on se prend un bon backlash. En plus, Emmanuel Macron nous a dit aujourd'hui qu'il luttait à fond contre l'extrême droite. Du coup, je suis parti chercher dans les archives et je me suis rappelé que Emmanuel Macron avait demandé une note à Éric Zemmour sur l'immigration. Donc c'est de cette manière qu'on lutte contre l'extrême droite, c'est magnifique. C'est moins cher que McKinsey, peut-être. On va en parler. Mais du coup, elle n'est pas enthousiasmante aussi cette campagne parce que les thématiques sont abordées ne correspondent pas à ce que les gens attendent. Est-ce qu'on doit uniquement s'en prendre aux candidats ? J'en suis pas persuadé. J'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils peuvent, les candidats parfois, pas tous. Non, Léa, t'es pas d'accord avec moi ? Non, ils font pas. Ils défilent, ils font la tournée des popotes. Franchement, je sais pas où est le problème. Celle des médias, celle des citoyens aussi. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, les médias sont sont entre les mains des candidats et de l'entourage des candidats. Quand Emmanuel Macron dit je refuse de débattre avec les autres candidats, les autres médias sont coincés. Ah mais ça oui, mais c'est pas parce qu'il a des médias avec lui ou pas avec lui. Et donc en fait c'est un cercle vicieux. Pour moi les fautes sont partagées. Moi, je pense pas qu'on puisse résumer une campagne présidentielle réussie ou pas réussie à la présence ou pas d'un débat un soir sur une chaîne. Enfin, honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de débat entre tous les candidats, ça n'empêche pas qu'il y ait eu des mois de campagne, voire des années. Mais c'est un peu symptomatique et Usul le disait dans sa dernière vidio pour Mediapart. Tu cites les grands auteurs. Exactement. Ce qui nous manque, j'aurais bien aimé effectivement. Cœur Usul. Usul le disait effectivement, Poutou quand il a déglingué tout le monde en 2017 dans le grand débat avec tous les candidats, ça a mis un froid, ça a jeté un froid. C'est les journalistes qui étaient venus les voir auparavant dans les coulisses avant l'émission pour leur dire soyez tempérés. Je pense que ça a vacciné un petit peu, sans mauvais jeu de mots, du coup tous les médias. D'organiser ce genre de choses. Et les candidats et le président de la République surtout. Mais pour autant, encore une fois, 2017, il ne s'est pas passé que ce débat-là. Enfin, on ne va pas retenir que 2017 ne doit pas se résumer. Je suis d'accord. Il s'est passé plein de trucs. Il y avait des thématiques qui ont été mises sur l'avant de la scène, Benoît Hamon, avec le revenu universel. C'était une thématique. La taxe sur les robots. L'émergence d'Emmanuel Macron était quand même quelque chose d'assez intéressant aussi. Le fait que Hollande jette l'éponge. Les affaires Fillon. Non, mais je suis d'accord avec toi, Léa. Il se passe des trucs dans cette campagne. On ne pourra pas retenir que c'est une campagne de merde, etc. Ça a bien commencé avec la primaire des écolos. Ouais, c'est vrai. La primaire des Verts, moi j'ai trouvé ça. Je me disais, cool, on part sur un truc intellectuellement intéressant. Après, là, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il y a des thèmes qui ne prennent pas dans cette campagne. Les questions environnementales, les questions de droit aussi des personnes minorisées. La candidature de Taubira. La candidature de Taubira, la pauvre. Non, je ne vous laisserai pas taper sur la primaire populaire, par contre, là, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il se passe des choses, mais malheureusement, je trouve qu'on reste dans un débat qui est assez sclérosé depuis un certain temps. Par des thématiques encore assez virilistes, des thématiques qui sont malheureusement
l'actualité nous donne raison, la guerre, et ça, c'est des thèmes qui reviennent beaucoup. Les questions de sécurité, les ceci, les cela, alors qu'en réalité, ce ne sont pas les priorités des Français. Je pense que les Françaises et les Français, pour 80%, tu vois, 79% pour être précise, il y a un sondage qui est sorti récemment au mois de mars, considèrent par exemple que les questions d'égalité femmes-hommes sont un des éléments principaux pour aller glisser un butin dans l'urne. Et quand tu regardes les programmes des candidats, il y a des propositions qui sont fort intéressantes, mais on n'en entend pas parler. Je veux dire, il y a eu un seul petit débat sur LCI qui n'a même pas été vraiment un débat, c'était les candidats qui se succédaient. Tout ce qu'on en retient, c'est que Yannick Jadot repasse ses chemises et que Éric Zemmour trouve que les femmes sont bien à faire des photocopies et à tailler des pipes. Donc bon, voilà, franchement, c'est un peu t'as mille et décevant, un quoi. sujets encore. Vas-y, je t'en prie. Mais au niveau des thématiques, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Léa, sur le fait que c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent et qui sont vraiment pas très très satisfaisantes. Le pouvoir d'achat, Tatiana Ventose s'en plaignait en disant, la youtubeuse, voilà, il y a 40% des Français pour qui c'est la thématique principale, le sujet de préoccupation principale. Chez les jeunes, c'est beaucoup le climat, on n'en parle pas assez. Alors il y a des initiatives sympas qui émergent pour typiquement le débat que vous avez fait. C'est gentil, c'est Paloma gentil. Moritz Le débat aussi, du siècle, ouais. Non, mais pour confronter sur Oui, on fait ce qu'on peut, mais ouais. sur les candidats à ces thématiques-là, il y a Élise Goldfarb et Julia Layani qui interrogent sur les questions LGBTQIA+, les candidats à la présidentielle dans un podcast dédié, président.yel. Ouais. Donc il y a c'est peut-être des initiatives un peu plus atomisées, mais c'est pas facile pour les candidats non plus de traiter tous les thèmes. Et Jean-Luc Mélenchon en parlait il est repassé sur Thinkerview, la chaîne YouTube, il y a quelques jours. Il disait, moi, on m'a de temps en temps proposé de venir sur un plateau et il y avait 18 thèmes qui devaient être abordés pendant la soirée. Comment je fais? Je dors pas. Ouais, non, c'est vrai. En plus, Jean-Luc Mélenchon, il prépare pendant des heures ses émissions, etc. Donc, c'est effectivement, il vient pas les mains dans les poches. Mais je reviens parce que tu l'as dit, c'est intéressant. La question du pouvoir d'achat est devenue prioritaire. Il s'est passé un truc extrêmement intéressant et on va en parler justement parce qu'on parle de la bataille du second tour. Marine Le Pen réussit à se maintenir, comme la plus probable selon les sondages d'arriver au second tour. Comment ça se fait qu'elle réussisse à se maintenir alors qu'Éric Zemmour a quand même bordélisé sa campagne au tout début? Je vous rappelle qu'Éric Zemmour, septembre dernier, il était devant Marine Le Pen, on l'a donnée morte et perdante. Elle a subi défection sur défection, boulette sur boulette pendant l'automne dernier et l'hiver dernier. Marine Le Pen, on l'a donnée morte. Enfin, on l'a donnée. Et finalement, elle arrive à se maintenir. Pourquoi? Elle a préempté ce sujet-là du pouvoir d'achat, tu vois, et ce que n'a pas fait Éric Zemmour. Et surtout, Éric Zemmour a été son meilleur alibi dans son histoire de dédiabolisation. Maintenant, c'est pas son principal objectif, mais voilà, elle a Éric Zemmour à côté et elle fait tout pour dire, regardez, le petit diable, c'est lui et c'est pas moi. Il y a un truc qui s'est passé qui est très intéressant, c'est le Cevipof avec le journal Le Monde qui a sorti un truc qui montre que l'électorat de Marine Le Pen place la question du pouvoir d'achat devant la question de l'immigration et de l'insécurité, ce qui est une première historique pour le Front National, et elle a réussi à comprendre ça, alors qu'Éric Zemmour, lui, de son côté, est resté bille en tête sur la question migratoire et sur la question du grand remplacement, etc. Ce qui, en fait, ne parle qu'à un électorat effectivement très radicalisé, celui qui va voter Zemmour, mais qui, pour tout un autre tas d'électorats, leur parle peu. Il y a une deuxième erreur tactique, pour le coup, qu'a fait Éric Zemmour, c'est la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens, parce que même les électeurs du Front National disent qu'il faut accueillir les réfugiés ukrainiens, et lui, en disant non dès le début, il s'est aliéné quand même pas mal de monde. Donc, dans son discours aussi, Marine Le Pen s'est adaptée quand elle est venue sur notre plateau chez Cyril Hanouna. Elle dit aujourd'hui qu'elle ne parle plus de l'immigration et de l'islam comme sujet, comme son sujet de prédilection, parce qu'aujourd'hui les Français ont compris que c'était le problème. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Bon, je ne partage absolument pas ses propos, mais oui, d'accord, je veux dire, ça a suffisamment infusé. Exactement. D'un certain point de vue, c'est aussi porté par les Français l'ont compris. Je n'ai plus besoin de porter ce sujet-là. Par contre, aujourd'hui, la vraie problématique au quotidien, c'est le pouvoir d'achat. Et voilà mes solutions. C'est malin tactiquement. Voilà, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être aussi haute. Après, encore une fois, les sondages ne sont qu'une photo à l'instant T. On verra le 10 avril au soir. Mais c'est brillant tactiquement, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que dans la campagne qu'elle a menée, elle a eu une stratégie aussi un petit peu différente de celle d'Éric Zemmour, qui, pour lui, a consisté à traîner plutôt dans les médias, à se faire beaucoup voir sur les plateaux de tous les médias de tout type, tandis qu'elle a été beaucoup moins présente dans des émissions. J'ai l'impression qu'elle a mené peut-être une campagne plus de terrain, histoire d'agréger entre guillemets des audiences qui sont en fait réelles, d'avoir un contact avec les gens là où elle est peut-être meilleure, alors qu'Éric Zemmour est un peu plus pantois peut-être devant ce public-là. Ouais, c'est possible. Si on regarde de l'autre côté du spectre, Jean-Luc Mélenchon, il se dit dans la Macronie qu'Emmanuel Macron aurait fort intérêt à ce que ce soit Jean-Luc Mélenchon face à lui au second tour. Ça le relégitimerait très différemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Léa, tu as l'air d'accord? Oui, parce qu'on ne serait pas dans une candidature où il y aurait la nécessité de faire front commun. Enfin, on n'aurait pas besoin de sortir le cordon sanitaire. Ce serait effectivement plus légitime parce que je pense qu'il se positionnerait
sur un fondement plus républicain en réalité. Voilà, on sortirait pas le cordon sanitaire, donc il pourrait se dire ok, c'est pas un vote par défaut. Est-ce que ça changerait la donne d'un deuxième quinquennat Emmanuel Macron si c'était Jean-Luc Mélenchon au second tour? Parce que le débat d'entre-deux tours va pas être la même histoire que si c'est Marine Le Pen, que les thématiques que Jean-Luc Mélenchon va apporter sur la table vont être des thématiques très différentes de celles si c'est Marine Le Pen. Est-ce que ça ne risque pas de forcer Emmanuel Macron à faire un travail différent? Je sais pas, c'est une question ouverte que je me pose. Non, parce qu'il aura pas, il peut pas envisager un troisième mandat, donc il s'en tape en fait. Tu vois, je pense que... je vois ce que tu veux dire. Mais bon, il n'a pas non plus intérêt à perdre... Non, il va faire ce qu'il a eu toujours envie de faire et ce vers quoi il va, c'est-à-dire devenir la figure de droite désormais, quoi. Enfin, c'est quand même... On se demande si Emmanuel Macron n'est pas arrivé finalement à incarner la droite... cette droite libérale, oui. tu vois. S'il gagne face à Jean-Luc Mélenchon, ça termine cette histoire-là. C'est que c'est bon, c'est assumé, c'est OK. Le rassemblement des gens de droite, c'est lui. Encore que les Républicains vont pas se laisser faire. Ils ont quand même des territoires, ils ont quand même des collectivités locales, des députés. Il va y avoir quand même pas mal d'alliances, je pense. Tu penses qu'il y aura quand même une fuite? Je pense qu'au soir du premier tour, il va y avoir une petite fuite vers Emmanuel Macron. Il va y avoir une fat fuite et surtout, attends, imagine un second tour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Là, la droite a tout intérêt à se rapprocher de Macron dans la perspective, par ailleurs, des législatives, sachant qu'En Marche a sciemment choisi de ne pas investir ses députés avant le second tour de la présidentielle. Pour laisser une place de négociation avec LR. La négociation, d'ailleurs, elle est en plein dedans. On parlait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est en train de réussir sa fin de campagne. Comme il l'avait fait en 2017, pareil. Ça se voit dans les sondages, mais ça se voit aussi dans la manière qu'il a de faire campagne. Il est extrêmement souriant. Il est calme. En fait, il sait très bien quelque chose. C'est que le principal obstacle au vote Jean-Luc Mélenchon, c'est l'image qu'il renvoie. C'est lui. C'est Jean-Luc le problème. Il y a plein de gens qui disent oui, le programme pas mal, mais Jean-Luc, moi je peux pas. Pour tout un tas de raisons. Parce qu'il est dans le paysage depuis 40 ans, qu'il a eu le temps de se faire des inimitiés, parce qu'il a eu des épisodes que tu as rappelé, La République c'est moi, qui ont fortement entaché son image personnelle, pour le coup, pas celle de son parti, la sienne. Et donc du coup, on le voit extrêmement souriant, très avenant. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin sur plein de sujets. Sur la question de la religion, avant il était très républicain, très Troisième République à l'ancienne, etc. Il s'est ouvert beaucoup sur des thématiques de diversité, etc., quitte à être accusé d'islamo-gauchisme d'ailleurs par la majorité. Il s'est ouvert sur la question du centralisme aussi, c'est un vieux jacobin à l'ancienne, et puis la Corse, la Guyane, après tout, pourquoi pas repenser différemment la relation au territoire. Il s'est ouvert sur la question de la géopolitique, évidemment, guerre en Ukraine, tout ça, finalement, tout bien réfléchi. Oui, l'OTAN, ça reste des méchants, mais la posture qu'il défend aujourd'hui est beaucoup plus gaullienne, etc. Donc tu sens qu'il envoie des signaux. Et est-ce que c'est des signaux que Jean-Luc Mélenchon envoie aussi vers le reste de la gauche dans l'hypothèse d'une reconstruction après? C'est quoi une reconstruction d'ailleurs de la gauche? Ça veut dire quoi reconstruire la gauche? En ce moment, ce qui se passe à gauche, c'est que chacun a sa propre définition de la reconstruction. Et la définition de chacun, c'est la reconstruction, c'est derrière moi. Donc voilà, comme ça, on est bien arrivé. On va voir ce qui va se passer. Le ski aussi a l'avantage, et c'est bien parce que j'allais le dire, et je le vois dans le chat. Le meilleur chat du monde. Bah oui, ce chat est incroyable. La différence entre Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats, de tous les candidats à la présidentielle, mais les candidats à gauche notamment, c'est qu'il a vraiment réussi à constituer une team autour de lui. Il y a des députés forts, qui ont une parole forte, il y a des personnalités qui émergent, Clémence Guettet qui est en charge du programme, qui à la base est secrétaire général du groupe à l'Assemblée, et voilà, et des voix qui émergent. Il appuie aussi sur le sérieux du programme, avec un chiffrage, etc. Tout en étant très serein, tout en étant toujours aussi moderne, on a vu avec le meeting immersif, il y a les hologrammes qui reviennent. Est-ce que c'est juste une sérénité en apparence? Est-ce que c'est une vraie sérénité? Je ne sais pas. Non, mais t'as l'impression que la France Insoumise, c'est un parti qui marche très bien en présidentielle, mais qui le reste du temps se pète la gueule à toutes les élections intermédiaires. C'est des élections intermédiaires, ça se passe jamais bien pour la France Insoumise. Ils perdent des élections. On débouche des bouteilles de champagne à Solferino, mais ça n'existe plus. Mais... Ça a été pour législatives quand même. Législatives, 17 députés. Pas si mal, mais Attends, c'était un parti qui émergeait. Par contre, là, je suis d'accord avec toi. Présence à l'Assemblée nationale, incroyable. Tu vois le nombre d'internautes qui sont capables de se citer de tête des prénoms de députés La République En Marche. Il y en a énormément. Il n'y en a pas un seul qui sait me citer plus de 3 Les Républicains, alors que c'est le premier groupe d'opposition. Et je recommande un doc d'LCP sur le groupe LFI à l'Assemblée. Vraiment, pendant la législature, faut l'admettre, quoi. C'est pas de débat, quoi.
Beaucoup de taf. C'est peut-être la question de l'abstention. Effectivement, je vois quelqu'un dans le chat qui souligne ce sujet-là. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon le sait et c'est là-dessus qu'il fait campagne. Il sait que son plus gros réserve de voix, il est dans les abstentionnistes. Ouais. C'est pas les indécis, c'est les abstentionnistes. Ouais. Parce que les indécis, bon, ils ont d'autres options à gauche, c'est compliqué. Ils les indécis de je vais voter ou je vais pas voter. Voilà, c'est ça, c'est cela. Et c'est ce qui peut être. Et là, je rentre un peu dans le technique, mais c'est ce qui peut être un petit peu illisible avec les sondages. Aujourd'hui, quand les sondages questionnent le panel, ils leur demandent une note entre 1 à 10. Êtes-vous certain d'aller voter ? 10 c'est je suis certain d'aller voter, 1 c'est je ne vais pas voter. Et plus on avance, plus on approche de l'échéance du premier tour de l'élection présidentielle, et plus ils ne prennent en considération que ceux qui donnent la note de 9 ou 10. Voilà, donc ceux qui sont vraiment certains d'aller voter. Donc les indécis, les abstentionnistes qui vont se décider à J-2, J-3, voire même le jour J, eh ben, ils ne sont pas pris en compte et ça peut être la donnée secrète, le point d'interrogation qui peut faire la surprise du premier tour. Il y a quelqu'un qui dit le culte de la personnalité autour de Mélenchon est assez négatif. Oui, notamment parce que la culture de la gauche est assez peu personnifiée, etc. C'est pas un truc que les gens à gauche aiment beaucoup, plutôt collectiviste, etc. Ceci étant, ça marche très bien pour une présidentielle. C'est ça le paradoxe en fait de la 5e, c'est que c'est toute la France insoumise qui a mieux compris comment ça marchait. C'est qu'eux, ils sont pas emmerdés avec un congrès, ils sont pas emmerdés avec des votes internes. Les militants n'ont jamais été appelés à voter pour tranquille. La démocratie interne, il n'y en a pas des masses, mais ça marche en fait. Ouais. Ça marche électoralement. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas raison dans leur manière de faire ? Mais c'est d'ailleurs pour ça effectivement que je pense que la figure de Jean-Luc Mélenchon est tellement incontournable à la France insoumise quand même et qui fonctionne si bien pendant la présidentielle versus les autres campagnes électorales. C'est pas un hasard s'il a été encore une fois, si c'est encore lui qui représente cette partie de la gauche dans son parti, alors qu'il y a d'autres personnalités, je sais pas, Adrien Quatennens qui est quelqu'un de très identifié par exemple, qui aurait pu le prendre aussi, ou Clémentine Autain, etc. Donc pour moi, la stratégie de reconstruction de la gauche, elle est. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit son objectif principal, parce que tout simplement, je l'imagine, en me mettant dans sa peau, si tu es en campagne présidentielle, si tu dis pas ton objectif, c'est tout défoncer pour le premier tour, tu n'y arrives pas. Donc à mon avis, c'est juste, il met tout de son côté pour ce moment-là. La reconstruction de la gauche, j'ai envie de dire, on verra après le premier tour. Après en fait, c'est ce que tout le monde attend. Hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'invités qui veulent pas venir parce qu'ils disent non, mais je viendrai après la présidentielle. Là, j'ai pas trop envie de m'exprimer parce que j'ai pas envie de faire campagne. Mais j'aurai des trucs à dire après. Il y en a plein qui nous disent ça. C'est extrêmement pénible. Puis de toute façon, un peu. Mélenchon, la République, c'est lui. Donc. Non, tu peux pas dire ça comme ça. Mais la France insoumise, oui, la République. Mais ouais. Mais la question de filiation se pose quand même après, effectivement. Qui est-ce qui, parmi tous les visages identifiés et qui ont su se dispatcher un peu les thèmes, Clémence Guettet sur la jeunesse, effectivement, un David Guiraud qui est très très présent, très bon en débat, offensif, qui incarne aussi bien la jeunesse, comment est-ce que ils vont se répartir le gâteau, quoi. Et on verra ça après le second tour. C'est pour ça que Backseat va continuer, d'ailleurs. N'hésitez pas à soutenir d'ailleurs sur le Utip, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Deuxième sujet qu'on voulait aborder cette semaine, les amis, dans les actus de la semaine, c'est les révélations sur le recours au cabinet de conseil par le gouvernement, notamment le cabinet McKinsey, qui est fortement sous le feu des projecteurs à l'issue d'un rapport remis par le Sénat, une commission d'enquête parlementaire présidée par la sénatrice communiste Éliane Assassi, qui démontre et qui pilonne le recours par le gouvernement à des cabinets de conseil pour la gestion des affaires publiques et notamment la gestion du Covid, mais pas seulement. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits à ces cabinets de conseil et surtout au gouvernement qui a recours à eux. Vous voyez des images d'une conférence de presse d'Amélie de Montchalin, donc, qui est la ministre qui s'occupe des fonctionnaires, et d'Olivier Dussopt, le ministre qui s'occupe de la moulaga, qui ont essayé d'éteindre l'incendie, mais ils n'y arrivent pas du tout parce que c'est en train de monter partout. Ce rapport, il est au vitriol puisqu'il dénonce la proximité avec le pouvoir. Des membres de McKinsey ont fait la campagne bénévolement d'Emmanuel Macron en 2017, donc il y a des soupçons de conflit d'intérêts ou un minimum de mélange des genres un peu gênant. Le montant des prestations, on parle d'1 milliard d'euros en un an, pas pour McKinsey, contrairement à ce qu'a dit Éric Zemmour, mais pour, en général, les prestations de conseil pour le gouvernement. La question de l'utilité finale des prestations, il y a des prestations de conseil où les sénateurs ils demandaient mais ça a servi à quoi là, le pognon qu'on vous a donné ? On a réfléchi, on a rendu un rapport, tout ça pour réfléchir, d'accord. Et puis un scandale dans le scandale, la question de la fraude fiscale. Est-ce que McKinsey a bien payé ses impôts ? Il semblerait que non. Une enquête a été ouverte par l'administration fiscale. Donc bref, ça fait beaucoup d'affaires autour de la question des cabinets de conseil. Première question pour vous trois, c'est quoi un putain de cabinet de conseil ? Jules. Alors, explique-nous. Ouais, effectivement, pour préparer aussi un peu cette émission, je me suis renseigné auprès d'un certain nombre de copains. T'as embauché un consultant ? Exactement. Il m'a rédigé un rapport, 236 000 euros. Je sais pas comment je vais les payer, j'espère que c'est le cachet. Non, mais un cabinet de conseil, il faut comprendre que c'est des entreprises qui sont effectivement privées. Donc déjà, il y a une première question qui est le rapport entre secteur public et secteur privé, qui travaillent
beaucoup pour d'autres entreprises privées, mais aussi pour le secteur public. Et en l'occurrence, d'ailleurs, la personne qui s'appelle Karim Tadjedine, qui est l'un des proches d'Emmanuel Macron, qui est le responsable mondial du secteur public pour McKinsey, qui est mis en cause en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a un très haut poste et qui est proche d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est le secteur public et un gros poste aussi dans ces là. Donc le conseil, comment ça marche? Moi, je suis une entreprise, je suis une administration. J'ai besoin d'une expertise externe. Pourquoi? Parce que moi, dans mon administration, j'ai soit pas le temps, soit pas les compétences, soit pas le capital politique en interne. C'est quoi un capital politique? C'est en fait quand on recourt à quelqu'un en externe. McKinsey rend un rapport en disant le télétravail, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça permet de régler au sein d'une administration des désaccords potentiels entre plusieurs lignes. Et typiquement sur la crise du Covid, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que est-ce qu'on confine pas, etc. Si McKinsey dit qu'on confine, on délègue la responsabilité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez c'est vrai, souvent. Sur la question du mélange des genres, de qui prend la décision in fine, la Ouais, sénatrice Elena Assassi, elle dénonce quand même pas mal le fait que en fait, c'est un cabinet privé qui prend des décisions, ce que le gouvernement nie en bloc en disant non, attendez. On leur demande des conseils, ils nous rendent des rapports, c'est nous qui prenons la décision in fine, c'est nous qui sommes responsables et c'est nous qui nous présentons devant les électeurs, qui nous faisons engueuler dans les commissions d'enquête, etc. Mais les cabinets de conseil, c'est quand même historique. L'État a recours à des cabinets de conseil depuis longtemps. Les collectivités locales aussi. Avoir besoin d'une expertise externe, ça peut se comprendre ou c'est scandaleux en soi. Mais en plus, généralement, avec la technique du pantouflage avec Alena, notamment, alors je rappelle un peu ce qu'est la technique, enfin, pas la technique, mais le pantouflage, la pratique, merci, consiste en fait, lorsque vous êtes haut fonctionnaire et que vous intégrez une administration, vous vous engagez à rester pendant un certain nombre d'années, je ne sais plus combien, et en gros, il y a un certain nombre d'entreprises privées qui permettent de racheter ces années, en quelque sorte, et qui vous permettent de rejoindre donc leur rang et de quitter la Cour des comptes pour celles et ceux qui avaient été nommés, qui le ministère, Bercy et compagnie. Donc du coup, on se retrouve finalement avec des personnes qui font des allers-retours entre l'administration, les entreprises, qui vont vraiment... il y a d'ailleurs un parcours à l'ENA, quand tu intègres l'École nationale d'administration, tu as un stage en entreprise. Il faut que tu ailles dans l'entreprise privée pour que tu comprennes un peu l'entreprise privée. Toutes ces techniques de recours à des cabinets, c'est effectivement pas nouveau et c'est vraiment genre la mise en place du New Public Management qui a émergé dans les années 90, fin 90, début 2000 et que la majeure partie des États européens et des États occidentaux ont saisi, ont recours de manière assez régulière. Qu'on aille consulter des prestataires extérieurs sur des questions sectorielles précises. Je sais comme pas. Quoi, par exemple des trucs très techniques, par exemple la sécurité informatique, des choses comme ça. Que tu n'aies pas un mec au sein de ton ministère qui puisse gérer ça, bon, tu peux l'entendre et que tu aies la nécessité de recourir de manière ponctuelle à certains services très précis. Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Ce qui me choque, en revanche, c'est de voir que souvent, ce sont des entreprises étrangères qui viennent quand même intervenir sur le secteur public, qui est le secteur régalien souverain de l'État, qui du coup sont quand même en possession d'un certain nombre d'informations, parce qu'il y a aussi ça. C'est ça que ça implique. Ça veut dire comment transite l'information, où va l'information. Ça veut dire que là, en l'occurrence, McKinsey, c'est une entreprise américaine. Voilà, donc ça, c'est aussi la question qu'on peut se poser. Jusqu'où on transmet les informations, jusqu'où ces personnes-là sont intégrées dans le gouvernement, au sein des cabinets, des ministères, etc. Et aussi, moi, ce qui me fait chier profondément, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts. En l'occurrence, 329 millions, je rappelle quand même le chiffre, de chiffre d'affaires en 2020 et pas un copec payé en impôts sur les sociétés depuis 10 ans. Donc là, il y a quand même un vrai sujet. Mais je reviens quand même sur la question de l'utilité en soi d'avoir recours à des cabinets de conseil, à des consultants, etc. Tu as aussi une question de savoir pourquoi est-ce que la compétence n'est pas au sein de l'État. C'est un vrai sujet et tu l'as raison, l'École nationale d'administration forme des hauts fonctionnaires dont certains préfèrent se barrer dans le privé parce qu'ils seront beaucoup mieux payés avec des marges de manœuvre beaucoup plus larges pour pouvoir faire leur boulot et leur expertise d'apporter sur des conseils de gestion, des conseils de trucs extrêmement technique et très compliqué sur des rédactions de projets de loi, sur des choses comme ça, sur l'organisation en droit public, etc. C'est quand même des sujets. C'est la question de l'utilité, c'est la question de la compétence des fonctionnaires et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en interne à l'État. Et c'est un truc qui a été critiqué, notamment, c'est ressorti dans la bouche d'Elena Assassi, sur la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, où il y avait un côté très assumé de dire en fait la compétence ne doit pas être dans l'État. Le vrai vivier d'innovation et de savoir-faire est dans l'entreprise privée. Et donc c'est normal qu'il soit là-bas et finalement tout ça est assez simple.
malsain. C'est un peu la lignée de Macron, hein, d'ailleurs, la Startup Nation, etc. Le fait de recourir à des cabinets privés, ça n'est jamais vraiment caché, au contraire. Et un autre truc sur lequel je voulais quand même insister aussi, qui me semblait important, c'est qu'on a quand même un président qui recourt de manière massive à ces cabinets privés, puisqu'il faut quand même expliquer aussi qu'en 2021, il y a eu un recours, il y a eu 3 fois plus de sollicitations en termes de chiffre de dépenses. En 2020, de mémoire, c'était 300 millions d'euros. En 2021, on est à plus de 900 millions, près d'un milliard. Donc c'est quand même pas rien. Et qui, d'une part, donc, va solliciter davantage ces cabinets de conseil privés extérieurs où la porosité entre eux, il y a une certaine forme de porosité entre intérêt privé et intérêt général. C'est ça aussi qui est important à rappeler. Et par ailleurs, décide de moins en moins de consulter les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on consulte de moins en moins les associations, on consulte de moins en moins les syndicats, on écarte du jeu de la décision publique un certain nombre de corps intermédiaires qui sont parfaitement légitimes pour recourir à des cabinets privés pour gérer quoi ? La crise sanitaire, pour gérer quoi ? Les réformes type retraite, éducation, qui sont pourtant... Bon, normalement, les syndicats sont aussi en capacité de répondre à ces sollicitations-là. Donc moi, c'est des choses qui me font un peu chier. Ceci étant, là où le gouvernement assume aussi d'avoir eu recours à des cabinets privés et dit on continuera à le faire, c'est l'argument du Covid. En disant le Covid, il faut bien se rendre compte que ça a été une claque gigantesque pour tous les gouvernements du monde. Ça a été du jour au lendemain la nécessité de prendre des décisions, mais pas que juste la décision, en fait, l'organisation logistico-administrative d'une révolution dans le mode de fonctionnement du quotidien des gens. Et donc ça, ils assument d'avoir eu besoin de l'aide extérieure parce que les cabinets de conseil leur ont apporté ce qu'ils disent une capacité de réagir vite, d'être capable de produire du jus de cerveau de très très haute qualité en très peu de temps et surtout méga opérationnel. Ce que l'administration ne sait pas faire culturellement, et c'est vrai que l'administration française, c'est à bien des égards une des meilleures du monde, très organisée, très historique, qui remonte à même la monarchie avant, etc. On sait faire de l'administration, mais l'administration, on sait la faire marcher en temps calme. On sait bien faire fonctionner des administrations sur le temps long, sur le temps calme, ça roule, ça roule. La rentrée scolaire, elle est organisée chaque année par des fonctionnaires extrêmement talentueux du ministère de l'Éducation nationale qui connaissent leur métier et qui savent faire. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, dès qu'il faut penser différemment parce qu'il faut accélérer très vite, l'administration, elle pêche, elle ne sait pas faire. Et moi, j'ai bossé dans l'administration, j'ai vu comment ça fonctionne. C'est des mois avant que la note, elle remonte et puis qu'on fasse une réunion de calage et puis pour avec un copil, un comex et machin. Et en fait, c'est des plombes et des plombes. Et en fait, quand tu es un gouvernement, tu as besoin dans 2 jours d'une note méga complète avec opérationnellement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, quel budget on peut mobiliser, de quelle manière et par quoi ça doit passer. Donc je comprends aussi cet argumentaire-là de la culture d'administration. Peut-être qu'on l'a fabriqué aussi comme ça, cette administration, c'est possible. Peut-être qu'il faut juste la repenser à un moment et se poser les bonnes questions, lui donner les moyens et se dire que peut-être que la compétence a un certain coût et que c'est peut-être sympa d'internaliser et d'arrêter de dépenser à des boîtes étrangères qui payent pas les impôts ici. C'est clair. Moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent. C'est que, on a eu les révélations là, de cet après-midi par Mediapart et que ça fait vraiment petit arrangement entre copains. Et ça me dérange parce qu'Emmanuel Macron nous a vendu Nouveau Monde en 2017, parce que depuis, il y a eu la crise des Gilets jaunes en 2018, qui était l'expression de plein de choses, d'une problématique de pouvoir d'achat, mais aussi d'un ras-le-bol et d'une défiance envers la chose publique, politique, et qu'aujourd'hui, la réponse, c'est ça, c'est le manque de transparence. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, on vous annonce quoi ? Putain, il y a des Amerlocs ils nous ont tapé énormément d'oseille pour 50 pages. Non, mais à un moment, faut arrêter le truc, c'est lunaire, quoi. Emmanuel Macron a affirmé quand même à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il y a des règles de marché public qui ont été respectées. Il dément la notion de combine et il a même redit, et il a refait le coup, s'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Donc saisissez le juge, vous verrez bien. C'est le retour de... Le simple fait qu'il y ait un doute... Le simple fait qu'il y ait un doute, c'est problématique. Il ne devrait pas y avoir de doute, il devrait y avoir transparence complète. Mais la question des marchés publics, je me la posais, et tu as peut-être la réponse, toi Jean ? Il n'y a pas un seuil ? Enfin, je crois qu'il y a un seuil pour recourir, pour respecter le code des marchés publics. Minimal, ça dépend, il y a un seuil minimal, c'est 25 000 balles. Ouais, voilà, mais si ça se trouve, tu peux faire genre masse de contrats en dessous. Non, pas du conseil. Pas de ce genre de conseil-là. Je me posais la question justement tu vas sur le BOMA, il y a un site internet, d'ailleurs c'est public, où tu consultes les marchés publics. En général, c'est de la presta qui demande de mobiliser des équipes de 60 personnes en 48 heures. Non, c'est de la grosse presta. Là, on parle de ce niveau de la presta, parce que je rappelle encore une fois que le cabinet de conseil, c'est 40 000 balles maintenant. Il y a le chat qui dit 40 000. Ah ouais, d'accord, ça a peut-être changé. Ah non, je crois que 25 000, c'est pour les projets innovants, c'est un truc comme ça. Bon, bref. Peu importe. Les collectivités locales ont recours à des cabinets de conseil. Mais parfois, on dit cabinet de conseil, parce que là, on parle de McKinsey. McKinsey, c'est un géant du cabinet de conseil mondial.
Parfois, les cabinets de conseil, c'est des consultants indépendants, c'est-à-dire des mecs, des anciens élus, beaucoup. Des anciens élus. Il y a des gens qui ont été adjoints au maire pendant 10 ans de leur vie, vice-présidents, députés, etc. Ils ont une connaissance du fonctionnement de la machine. Bon, ils ont perdu les élections, ils se retrouvent à retourner dans le privé. Bon, bah, ils créent un petit cabinet de consulting en disant je suis à votre dispo, c'est-à-dire que vous avez besoin de conseils, moi je sais comment ça marche, et parfois vous en avez besoin. Et donc c'est vrai, moi je connais des élus qui sont reconvertis là-dedans et qui filent des conseils à plein de collectivités locales, de tout bord politique, alors plutôt du bord duquel ils étaient à l'époque, mais parfois, bon, bah, je peux vous aider. Moi je sais faire, j'ai été adjoint, j'ai été vice-président et tout, donc je peux vous dire que là vous êtes capable de faire ça peut être prêt pour la rentrée prochaine, de telle manière, etc. Machin. Donc voilà, les collectivités locales parfois ont des prestations de conseil beaucoup moins chères que McKinsey. Et alors j'allais dire pas toujours autant scandaleux, il y a aussi du pantouflage un peu dégueulasse. On connaît des anciens élus qui se recyclent en mode on grappille du marché public. J'ai bossé pour des élus qui ont fait bosser des copains anciens élus qu'ils ont croisés sur leur chemin. Encore une fois, c'est pas tant le principe qui pose problème, c'est ces anciens élus qui deviennent consultants. Aujourd'hui, ils payent leurs impôts en France et on n'est pas sur des sommes aussi astronomiques pour pondre des 25 pages, 30 pages. Et il faut regarder maintenant, ça a été le boulot aussi de la commission, c'est de se dire le fond aujourd'hui des rapports qui ont été fournis pour tant d'oseille, c'est quoi c'est pas ouf en réalité, tu vois. Niveau rapport qualité-prix, les gars, vous avez très mal négocié votre truc. C'était intéressant, j'entendais un sénateur qui disait qu'il y a un mélange des genres aussi un peu relou parce qu'ils ont eu beaucoup de mal, par exemple, dans leur travail de commission d'enquête, à savoir qu'est-ce qui venait du cabinet de conseil et qu'est-ce qui venait de l'administration. Parce que par exemple, il disait les documents rendus par les cabinets de conseil sont pas toujours logotés avec le cabinet de conseil, mais parfois sont en fait pris en compte par l'administration qui du coup rédige des trucs avec le logo Marianne et tout. Problématique. Attendez, c'était quoi la presta en fait? Expliquez-moi. Il y a un rendu, il y a un document et en fait c'est galère à prouver. Il y avait un enjeu de transparence aussi assez important qu'a relevé le rapport en disant que ça avait été excessivement difficile d'accéder aux documents. Et ça, par contre, c'est vrai que en France, on aime bien ça, l'opacité. D'autant que effectivement, les cabinets de conseil, quand ils travaillent sur un projet, quand ils sont mandatés, en général, comment ça se passe, c'est le partenaire qui est en gros le big boss du cabinet qui tarifie auprès de l'administration, mais il tarifie sur effectivement la prestation générale. Et lui, il y a une opacité qui est très très forte sur qui au sein de l'entreprise va travailler sur ce sujet-là. Donc en gros, pour le faire très concrètement, c'est souvent des juniors, donc des jeunes qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience, qui vont faire les recherches, l'analyse de marché, la comparaison avec les États-Unis, etc., ou les d'autres pays quand il faut mettre en place une politique. Et ensuite, ils font des slides, et je ne blague pas, ils envoient ça dans la nuit, parce qu'ils bossent beaucoup, ils envoient ça dans la nuit en se couchant à des Indiens parfois, parce qu'ils bossent en anglais, qui leur corrigent, qui leur font les slides. Le lendemain matin, le partenaire vérifie tout ça, appose son nom et fournit la prestation. Et là, il y a une opacité qui est effectivement assez forte. Mais pour moi, c'est un problème conjoncturel, ça ne l'est pas. Comme tu disais sur Olivier Véran, quand il dit qu'il faut aller chercher la compétence là où elle est quand c'est le temps de guerre. Bon, soit. En revanche, il y a un problème structurel qui est le plus important, c'est celui de la formation de l'administration dont on parlait. Ouais, les prestations de formation. Non, tu parles des prestations de formation faites par des compagnies plutôt sur le fait, la formation, le niveau de compétence. Ouais. Exactement, plutôt la capacité de l'État, de l'administration à attirer des talents. Parce qu'aujourd'hui... Parce qu'ils sont tellement mieux payés dans le privé, les mecs. Soit attractifs, tout simplement. Mieux payés, c'est plus dynamique, effectivement. C'est ça d'ailleurs ce que vendent aussi les cabinets de conseil. C'est que tu vends ton expertise, ton réseau, etc. Mais tu vends aussi, quand tu fais un rapport effectivement à 300 000 balles, 400, 500 000 balles, etc., tu vends ta capacité à travailler très vite. Les consultants chez McKinsey, c'est 70 heures par semaine. Ils finissent à 4 heures du matin. Exactement. Et produire un truc très rapide avec ce réseau-là. Donc, je suis d'accord, l'ENA a peut-être un enjeu de formation. C'est malheureux que des hauts fonctionnaires partent dans le privé, mais en même temps, l'ENA forme même pas 100 personnes. L'ENA, c'est l'ancêtre aujourd'hui. C'est l'ISP, l'Institut du service public, oui, c'est ça. Ils forment même pas 100 personnes par an. Tu peux pas, avec 100 personnes, régler tous les problèmes de télétravail. Ceci étant, je rappelle la réforme de la haute fonction publique emmenée par Emmanuel Macron avec la suppression de l'ENA, qui n'est pas une suppression, vous avez bien compris, mais surtout la réforme des grands corps de l'État menée par Amélie de Montchalin, a justement vocation à faire ça. À dire, on va travailler différemment, on va rendre attractif la haute fonction publique, on va faciliter le passage du public au privé, mais surtout du privé au public, pour que des gens qui font carrière dans le privé soient à un moment de leur carrière attirés par l'État. En fait, oui, on va bien vous payer, au moins au niveau à peu près similaire que ce que vous pouviez toucher dans le privé, parce que on a besoin de vos compétences, vous savez faire, venez nous aider, venez bosser dans le privé, dans le public. Donc c'est aussi ça l'attractivité. C'est une question de moyens, c'est une question d'argent qu'on met. C'est pas juste le salaire du bonhomme. C'est exactement ça, ça dépend de l'argent que tu investis. Je vais dire un truc archi démago et franchement le chat pourra me tomber dessus et il n'y a aucun problème,
mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle de 400 000, 500 000 balles. C'est des sommes astronomiques. En 2018, le début des Gilets jaunes, c'est juste une hausse du prix du carburant. Le président de la République a mis 1 mois et demi avant de prendre la parole. Il a envoyé Édouard Philippe au front. Il y a 1 an, on avait des étudiants qui faisaient la queue juste pour avoir un colis alimentaire par des assos. On parlait de RSA pour les moins de 25 et on nous a dit non, mais de quoi vous parlez? Et là, on parle de 500 000, 600 000, comme si c'était vraiment une baguette de pain. Mais ça, franchement, il faut redescendre 30 ça secondes. remet en perspective avec les dépenses générales de l'État. Tu vois, quand c'est 1 milliard, c'est pas énorme. Ouais, exactement. Les dépenses publiques que j'ai regardé tout à l'heure, c'est presque. Pardon ? Non, vas-y. Ouais, moi j'avais 1475 milliards de dépenses publiques. Donc bon, ça fait, je crois, 0,06%, un truc comme ça. C'est pas, tu vois. 1 milliard, c'est pas énorme, mais c'est ce que demandent typiquement les assos féministes pour lutter contre les féminicides. Ouais, tu vois, il suffirait d'1 milliard. Mais c'est 1 milliard, c'est pas juste 1 milliard comme ça, tu vois. C'est divisé entre des administrations. T'as des niveaux de budget qui sont pas comparables. T'as de l'argent qui est fléché, t'as l'éducation, t'as les militaires. Mais c'est des choix politiques. Moi, je suis d'accord. C'est aussi des choix politiques, mais c'est pas en grappillant sur les prestations de conseil que tu vas aider d'autant plus un autre ministère. D'autant que les prestations de conseil peuvent travailler sur l'égalité homme-femme aussi, tu vois. Je veux dire, c'est pas incompatible. Tu peux flécher de l'argent vers ça. Oui. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah non, il y a une loi de finances qui est votée quand même. Enfin, tu vois, le programme 173, qui est le programme justement sur l'égalité femmes-hommes et sur les violences, c'est le programme qui est le moins financé, un des programmes les moins financés. Je veux dire, si en octobre, décembre, novembre, les députés, les sénateurs décidaient et le gouvernement de mettre davantage de thunes, et ben cet argent se réfléchit et peut-être qu'on pourrait avoir 1 milliard pour lutter contre les violences. Politique publique ne se résume pas seulement à la quantité d'argent que tu mets dans un programme, parce que le programme de lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi beaucoup d'argent dans l'éducation nationale, c'est aussi beaucoup d'argent dans le ministère de l'Intérieur. Enfin, il faudrait que ce soit beaucoup plus, moi je suis le premier, mais dans le ministère de l'Intérieur, pour que dans les commissariats, il y ait des gens spécialisés dans l'acceptation des plaintes, de la formation justement, et pas que de la formation dans des cabinets de conseil, parce que tu as aussi du conseil en féminisme. Enfin, en féminisme, ça se dit pas comme ça. Bien sûr que si, le féminisme, c'est une expertise. Donc, c'est une expertise, donc, de la formation dans les entreprises et dans les administrations sur comment est-ce qu'on accueille une victime. Ça, c'est les policiers, ils doivent être formés pour ça. Et c'est pas sûr que la compétence, elle soit au sein du ministère de l'Intérieur. Non, généralement, c'est les assos, Et c'est souvent les assos qui font du conseil. Et qui ont besoin d'être payés. Qui facturent moins que McKinsey. Beaucoup moins. Mais c'est probablement pas McKinsey, effectivement, qui va bosser sur ces projets-là. Il y a une expertise que eux n'ont pas. Enfin, c'est pas eux. Je pense que d'ailleurs l'égalité homme-femme chez McKinsey est probablement pas à son top niveau non plus, donc c'est probablement pas les plus adaptés pour conseiller l'organisation de l'État français là-dessus. En revanche, non merci. Non, mais en revanche, pour moi, les problèmes qui sont fondamentaux, on l'a dit, c'est du coup la compétence de l'administration, les liens, comme tu disais, enfin le fait que ce soit une boîte américaine sur les questions des données de santé. McKinsey, ils ont des liens avec la CIA qui sont forts, et si les Américains, enfin le Department of Justice ou la CIA leur dit bon, maintenant filez-nous ça. Ils vont certainement pas s'y opposer. Et aujourd'hui, c'est plutôt des petits conseillers peut-être à droite à gauche qui peuvent réaliser plein de prestations en France, mais on n'a pas des gros cabinets qui ont l'équivalent de McKinsey en France. On l'a pas malheureusement. Et il y a le problème des impôts, mais ça, pareil, c'est le fait qu'une boîte américaine fasse une holding dans le Delaware et y exporte tous ses bénéfices pour avoir quasiment rien et pas d'impôts à payer en France, c'est un problème qui est général et qui n'est pas propre à McKinsey. Donc je trouve qu'il ne faut pas s'en scandaliser de à ce moment-là. Évidemment, mais dans ce cas-là, il y a juste une décision à prendre, arrêtez de bosser avec eux. C'est déjà un bon début. Alors le Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que l'État allait créer son propre cabinet de conseil interne. Je ne sais pas qui ils vont mettre dedans, ni quelle compétence. Si, Gabriel Attal a dit on va créer un cabinet de conseil interne à l'État. Pour moi, ça existait déjà. C'est le ministère de la Transformation, en fait. Le truc du plan, là, avec le haut commissariat au plan, non, parce que c'est de la stratégie, c'est pas vraiment du conseil. Mais je sais pas. Le conseil, c'est de la stratégie. En partie, tu peux faire du conseil en strat, mais tu peux faire des trucs beaucoup plus terre à terre et techniques, etc. Tu peux faire des conseils en communication. Comment on fait sur Twitch? Vous pouvez nous expliquer? J'ai jamais fait de prestation de conseil pour le gouvernement, mais c'est le genre de truc qui paye assez cher des boîtes de com pour les aider à faire des serveurs Minecraft. On en reparlera. Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Je vous rappelle que dans cette émission, nous avons le plaisir d'être avec Jules de la chaîne Le Crayon, le média Le Crayon, sur YouTube notamment, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. On est aussi avec Malek Délégué, conseiller en communication politique, et par ailleurs chroniqueur dans Balance ton poste avec Cyril Hanouna. Et on est aussi avec Léa Chamboncel, l'extraordinaire Léa Chamboncel, autrice de livres à succès. Pas autant que Marlène Schiappa. Acheter son bouquin. C'est ton premier, il faut que tu sois ministre pour en écrire plus. Allez, c'est vrai. Chers amis, on va passer aux cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches.
Merci les amis. Alors les cartes blanches, comme chaque semaine, je propose à mes chroniqueurs et chroniqueuses de venir vous dire un truc. C'est carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez 2 minutes, 2 minutes 30 pour nous recommander un truc à lire, un truc à bouffer, chanter un peu une chanson, réciter un poème, ce que vous voulez. Malek, on commence par toi. Je te vois me On regarder. commence par moi. Bah, vas-y, Malek. Alors, je me suis pas franchement cassé la tête. Je vais vous parler d'un pote. Voilà. Franchement, je dis la vérité, je me suis pas fait chier. Ça, c'est original. J'ai fait ça dans le métro tout à l'heure. Exactement. Parce que j'ai écrit donc cette carte blanche dans le métro en arrivant à un ami qui s'appelle Nazim, qui est chanteur, artiste, qui a écrit de nombreux hits pour Kenji Girac notamment, Les yeux de la Mama, pour Amir. On voit Nazim à l'écran, c'est magnifique, je suis trop fier. Trop stylé. Il a écrit pour Claudio Capéo notamment, et là il sort cette chanson qui s'appelle Philippe peut-être. Pourquoi Philippe peut-être? Nazim, ça fait très longtemps qu'il est dans la musique et il a été confronté à des remarques de programmateurs en radio, de personnes qui travaillent dans des labels de musique, qui lui ont recommandé de changer de prénom parce que faire de la variété française en s'appelant Nazim, c'est peut-être pas vendeur. Sérieux? Et il a eu cette idée de chanson. Il dit que le déclic, la goutte d'eau, ça a été la fameuse déclaration d'Éric Zemmour sur les prénoms, et que c'est ce qui lui a donné le déclic pour écrire cette chanson qui s'appelle Philippe peut-être, où il dit c'est trop bien. Où il dit que et s'il s'appelait Philippe, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Alors là, peut-être que dans Paris, vous voyez plein de petites affiches. Il s'est mis dans le costume du président de la République avec des affiches électorales en disant votez Nazim ou Philippe peut-être. Il y a même Carla Bruni qui a repris la photo aujourd'hui sur son compte Instagram. Et je vais juste vous citer quelques lignes. C'est le refrain parce que je trouve ça très beau. Il y a une chose qu'il dit qui est très sympa. Il dit que ce n'est pas un engagement politique, mais un engagement poétique. Et j'aime beaucoup ça. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup ça. Alors le refrain, ça donne « Je suis Gaulois, Gaulois, Gaulois. Tu as du mal à l'accepter. Je parle mieux François que toi. Les mots m'aident à m'exprimer. Puisque tu es condescendant, permets-moi d'être remonté avec tous mes potes descendants contre ton semblant de bonté. » Et ensuite, il continue en disant si j'ai mis les formes, mais personne n'a lu à ma lettre. Si j'étais rose, mais pas de la couleur de mes ancêtres, ce serait plus rose si je m'appelais Philippe peut-être. Trop stylé. Merci beaucoup, Bravo. Malek, pour cette carte blanche vraiment sublime. Donc, Nazim. Classe. À retrouver, je suppose, sur YouTube, sur les réseaux sociaux sur toutes les plateformes, et il va dégonner plein d'autres morceaux encore. C'est un mec talentueux qui écrit magnifiquement bien et qui chante trop bien. Et j'irai découvrir ça, c'est trop cool. Merci beaucoup Malek pour cette carte Merci blanche. On continue avec Léa, elle fuit du regard, donc ça va être Jules. Ok. Très bien, c'est avec Vas-y, plaisir. Jules, c'est à toi. Quand tu m'as appelé effectivement tout à l'heure, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme carte blanche? Je me suis un peu c'est un trituré. métier, hein. On s'est dit la même chose. Ouais, C'est un exactement. métier, hein. toi, Vous avez plus angoissé sur les cartes blanches que sur l'invité politique ou les sujets de la semaine, ça me fait plaisir. Ouais, ça. Non, mais vas-y. Toi, c'est chaque semaine tu te poses la question, c'est ça? Bah ouais, t'imagines l'angoisse dans laquelle je vis. Et pourtant, recommander des ressources, j'en ai un peu l'habitude parce que je le fais avec des ressources culturelles chaque soir sur Instagram et TikTok. Mais en l'occurrence, j'étais un peu perdu. Alors j'ai fait ce qu'on fait en général dans ce cas-là. Je suis revenu à la question suivante. Si jamais j'avais une seule chose à recommander, quel est le truc qu'il faut absolument que vous visionniez ou connaissiez? Et moi, je me suis dit, l'une des choses qui m'a le plus touché, c'est la série Black Mirror. C'est pas une série qui est toute récente, vous la connaissez sans doute, elle date de 2011, elle est en ce moment sur Netflix notamment, mais c'est une des séries qui m'a le plus marqué. J'avais été déçu des 2 premiers épisodes, si bien que je m'étais dit c'est un pataquès, c'est un peu enflé autour de tout ça. Et puis j'ai pris une vraie claque quand j'ai regardé le 3e de la première saison, et ensuite j'ai enchaîné avec tout. Black Mirror, c'est une série qui est assez unique dans sa construction. Ça parle de technologie, mais ça parle de technologie sous un angle qui est vraiment assez formidable. Tous les épisodes sont déliés les uns des autres. Il y a un casting qui est différent à chaque fois. Il n'y a pas de fil conducteur d'un épisode à l'autre. Donc regardez-les selon ce qui vous plaît le plus. D'ailleurs, écrivez-moi plus tard après l'émission si jamais vous avez une recommandation. J'ai ma liste, mon top des meilleures émissions. Mais c'est vraiment une manière de parler de technologie qui est absolument sans sas. Un clone, comment on vit l'amour si on arrivait à cloner quelqu'un qu'on aime. Des puces dans le cerveau qui permettent d'augmenter les capacités des militaires. Le chantage grâce à Internet, l'altération de la mémoire, les réseaux sociaux, etc. Black Mirror, quand on regarde un épisode de Black Mirror, c'est vraiment un peu comme si on lit un classique de littérature. Pour moi, on cogite pendant 20 minutes après la fin de l'émission, on en discute avec des amis. C'est vraiment, ça suscite vraiment une réflexion qui est presque politique, à mon sens. Et ce qui est si intéressant, c'est pourquoi la série elle est si bonne, si juste, si réaliste, c'est parce que
il y a toujours, derrière l'utilisation absolument terrifiante de la technologie qui est faite dans chaque épisode, une forme de légitimation éthique. Parce que le protagoniste principal est fautif d'un vice moral, parfois même d'un crime, en fait, les scénaristes lui font vivre des tortures. Et on a toujours là, cette question de jusqu'où on peut aller pour punir quelqu'un. D'accord. Y compris quelqu'un qui a été un meurtrier, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de regarder. Et je finirai avec un dernier point là-dessus, le titre de la série. Black Mirror. Black Mirror, ouais. à quoi ça vous fait penser à quelque chose? Ça me fait penser à rien, je sais pas, je connais pas. Ça mérite pourtant une attention particulière. Black Mirror, c'est ça, c'est l'attention, c'est l'écran de votre smartphone. De votre smartphone, de votre ordinateur, de votre tablette. Ça devient un miroir. Exactement, c'est l'écran d'une tablette tactile, c'est un miroir noir. Et ces objets connectés sont au centre de la série, avec comme principe que on peut en faire du bien ou du mal. Comme avec un couteau, on peut découper une julienne de légumes ou planter son voisin. Et c'est pareil avec un téléphone portable. D'accord. L'usage de la technologie ne fait que refléter ou non notre humanité. C'est un outil. Et en ce temps de campagne présidentielle, l'utilisation qu'on fait des outils me semble être refléter notre humanité collective et la direction qu'elle prend. Et je pense que c'est important d'y réfléchir. Alors, dans la série, ce miroir renvoie à un reflet noir. Qu'en sera-t-il dans la réalité? Merci beaucoup, Jules, pour cette carte blanche, cette recommandation. J'ai toujours pas vu Black Mirror. Et je fais partie des gens qui ont toujours ferais vraiment pas vu, bien. alors qu'il paraît que c'est vachement bien. Et t'es pas le premier à le dire, mais ta carte blanche m'a donné envie de regarder. Je te ferai la liste des meilleurs épisodes. Peut-être pas avant la fin de la présidentielle, parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'ai envie de regarder Black Mirror. Mais en vrai, fais-moi ta liste, toi, ton best, c'est sûr. ton best épisode, et je regarderai avec plaisir. Mais merci beaucoup, en tout cas, Jules, pour cette carte blanche. Léa, c'est à ton tour. Alors, bon, moi je voulais vous parler d'un papier publié dans Le Monde qui reprend des chiffres et des éléments du Fonds des Nations Unies pour la population. Selon ce rapport, près d'une grossesse sur 2 serait une grossesse non désirée, non planifiée. C'est quand même pas rien. Dans le monde ou en France? Dans le monde. Dans le monde. Ça m'a, ça m'a quand même beaucoup marqué. Il y a des chiffres qui m'ont beaucoup choqué. J'ai l'impression de faire le mec dans la vidéo de Combini qui va dans la jeunesse des Zemmour. Et j'ai été beaucoup choquée. Ça m'a beaucoup choquée. Non, vraiment, je trouvais ça intéressant et je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 121 millions de femmes qui sont concernées chaque année, quand même, des grossesses non désirées. Il y a 60% de ces grossesses non intentionnelles qui finissent en avortement, qui sont plus ou moins réussies, plus ou moins dangereux aussi pour les femmes. Il y a 193 000 femmes qui décèdent chaque année à cause d'avortements dangereux et qui ont causé leur mort. Donc voilà. Et il y a aussi un chiffre qui m'a beaucoup alarmée. C'est qu'ils disent qu'il y a près d'un quart des femmes qui ne sont pas en mesure de dire non à une relation sexuelle. Voilà. Donc ça fait 25% de la population mondiale féminine qui ne peut pas dire non à un rapport sexuel. Donc je vous dis à quel point c'est quand même grave. Et donc tout ça m'inspire la question de la disposition, du droit à disposer de son corps en fait, et comment une femme est finalement considérée comme étant un objet pour beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes, encore aujourd'hui malheureusement. Et il est assez nécessaire aussi de lutter contre toutes les tentatives de revenir sur l'IVG, qu'on voit par exemple en Pologne. Il y a eu une tentative aussi dans d'autres pays, en Amérique latine, etc. Et la nécessité de se battre pour ses droits à disposer de son corps, et aussi de se battre pour les droits sexuels et reproductifs. Parce qu'en fait, on peut se rendre compte à quel point ça peut être difficile, et surtout pour les femmes, de ne pas pouvoir choisir en fait d'être enceinte ou non. Et il y a aussi un élément très important, c'est la charge mentale de la contraception qui doit être aussi portée par les hommes. Enfin, il y a une pilule aujourd'hui qui est disponible, qui est, ça arrive sur le marché, qui est fiable à 99%, qui n'a aucun effet secondaire, parce que le problème des pilules pour les femmes, c'est qu'elles peuvent créer des dérèglements hormonaux, comme moi par exemple, ça m'a créé de l'endométriose, qui est quand même assez désagréable. Maladie, Ça peut créer aussi des AVC pour certaines femmes. Enfin bon, bref, c'est vraiment super dangereux. Donc il y a des femmes qui y renoncent aussi, qui décident de ne pas recourir à la pilule parce que c'est trop dangereux. Donc
je voulais aussi mettre sur la table cette question de la contraception masculine et la nécessité aussi de faire peser un peu cette charge sur les hommes. Parce que voilà, il n'y a pas de raison pour qu'on se prenne tout le temps. Voilà. Merci beaucoup Léa pour cette carte blanche. Donc c'est un article à lire sur lemonde.fr écrit par Delphine Roucaute. Il est réservé aux abonnés, mais donc ça parle de ce rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, son rapport annuel. Merci beaucoup Léa pour cette Avec plaisir. carte blanche. À mon tour, chers amis, pour cette carte blanche, j'ai une annonce à vous faire. J'en suis très heureux. Je vous avais déjà teasé cette annonce la semaine dernière. Je vous annonce que le 21 avril prochain, c'est un jeudi, il y aura Backseat, mais cette émission aura lieu en public dans un bar à Paris près de la gare du Nord, un bar qui s'appelle le Bellucci's. Et dans ce bar, on va mettre le plateau de Backseat. Vous pourrez venir. Soyez les bienvenus. Venez. Il faut, par contre, pour venir, il faut réserver sa place sur le Utip de Backseat. Point d'exclamation Utip dans le chat. Vous devez prendre un ticket boisson pour 6 €. Pour 6 €, vous avez accès à une boisson moins chère qu'en plein tarif quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc prenez une place les amis, venez nous rejoindre, venez passer une soirée avec nous au Bellucci's. On sera là, on sera avec les chroniqueurs, on sera avec nos invités. Ce sera une émission comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres parce que vous serez là. Il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent entrer dans ce bar. Donc vraiment venez. Et surtout si vous êtes tout seul ou toute seule, que vous avez peur de venir en vous disant mais je connais personne, ça va être trop weird si je débarque, etc. Au contraire, venez. On va être méga nombreux à connaître personne, ça va être cool. Vous me connaissez moi, donc voilà, je serai votre pote de la soirée. Ramenez-vous, ça va être trop cool. Et puis sinon, prenez 2 tickets, venez avec un pote, c'est cool aussi. N'hésitez pas. Donc voilà, 21 avril prochain sur le Utip, prenez vos places. J'ai trop hâte de cette émission. Ça va être trop cool. Chers amis, c'est la fin des cartes blanches. On va passer à la séquence suivante de l'émission.